Allez, eh bien écoutez, nous pouvons attaquer. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est donc très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui est organisé par les partenaires de la Charte de coopération en faveur du maintien en emploi en région PACA, qui regroupe de nombreux partenaires, de nombreux acteurs institutionnels qui sont très engagés en faveur de la santé et de la sécurité au travail. Vous le savez, ces différents partenaires conduisent, mènent de nombreux travaux à destination des employeurs privés comme publics pour les soutenir dans les différentes réflexions relatives à l'amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs, que ce soit via des actions d'information, de sensibilisation, la conduite d'études, la mise à disposition d'outils spécifiques ou, comme c'est le cas ce matin, l'organisation de webinaires qui vont porter sur des sujets d'importance. Le sujet des seniors, justement, où désormais on parle de salariés, de collaborateurs expérimentés, c'est un sujet prioritaire sur lequel les partenaires de la charte maintien ont souhaité travailler. C'est d'ailleurs un sujet qui concerne tout autant les employeurs privés que publics, raison d'ailleurs pour laquelle ce webinaire est ouvert aux employeurs publics comme privés, et donc publics notamment avec l'appui du FIPHFP et du Handipact PACA. En PACA, on a plusieurs études qui ont été conduites pour mieux comprendre les besoins, les difficultés des employeurs pour accompagner le maintien en emploi de leurs salariés, de leurs agents expérimentés. On en a une notamment qui a été conduite par le CARIFOREF et puis une autre qui a été conduite conjointement par l'AFPA et l'ARACT, notamment dont les principales conclusions nous seront présentées en début de webinaire. Les partenaires de la charte ont également produit plusieurs outils, notamment des plaidoyers à destination d'une part des employeurs et des plaidoyers à destination de leurs collaborateurs qu'on vous présentera et qu'on pourra également vous envoyer, lesquels, vous le verrez, ont pour objectif de vous présenter des outils, des dispositifs et des acteurs qui sont mobilisables par vos soins pour accompagner au mieux ces différentes situations. Vous voyez, on est plus d'une centaine ce matin, ce qui veut dire sans doute que le sujet vous intéresse et vous interpelle. Alors, on y reviendra tout à l'heure avec l'ARACT, mais il est certain qu'avec l'augmentation de la durée des carrières, des carrières professionnelles, l'accroissement des enjeux liés à la santé au travail, eh ben, le sujet du maintien en emploi des seniors devient de plus en plus prégnant. Le cadre juridique, lui aussi, contribue à rendre ce sujet prioritaire. On a la réforme des retraites qui entre en vigueur le 1er septembre de l'année 2023, dont l'avenir, vous le savez, est encore incertain, mais cette loi-là, évidemment, est venue renforcer la pression sur les questions relatives à la santé au travail des collaborateurs les plus âgés. Et puis, plus récemment, l'Assemblée nationale a adopté, le mercredi 15 octobre dernier, la loi Senior, qui transpose notamment plusieurs accords nationaux interprofessionnels, les ANI, qui ont pour objectif notamment de favoriser l'emploi des salariés expérimentés. Cette loi, elle est entrée en vigueur fin octobre après sa publication au Journal officiel. Et elle introduit notamment plusieurs mesures et elle crée certains dispositifs dont la mise en œuvre s'étalera jusqu'en 2028. Elle prévoit notamment l'articulation des entretiens de parcours professionnel avec la visite de mi-carrière, effectuée dès l'année des 45 ans, on y reviendra tout à l'heure, la création du CDI senior, un dispositif de retraite progressive, la création d'un dispositif destiné à organiser les reconversions et les transitions professionnelles. Bref, vous voyez, le sujet des seniors, il est particulièrement prégnant aujourd'hui et il le sera encore, évidemment, dans les mois et les années à venir. Et donc, pour essayer, ou pour tenter d'apporter quelques réponses et essayer de vous orienter, de vous flécher et de vous donner des premiers outils, eh bien, ce webinaire, il sera organisé autour de deux principales parties. D'abord, essayer de reposer des éléments de contexte, partager des bonnes pratiques, partager des outils, notamment grâce à l'intervention, et on la remercie encore, de Céline Paracoquilla, qui est chargée de mission au sein du réseau ARACT, ANACT et notamment donc l'ARACT PACA, et qui a conduit, copiloté l'étude évoquée précédemment. Et puis on aura une deuxième partie au cours de laquelle on aura plusieurs témoignages, retours d'expérience, et on remercie encore toutes les personnes qui ont joué le jeu, qui nous permettront en fait de voir en pratique comment l'accompagnement du maintien dans l'emploi des salariés expérimentés, des agents expérimentés, bref, des seniors, peut se matérialiser. Voilà pour ce qui est du programme de notre fin de matinée. Et donc, on vous remercie d'être aussi nombreux à ce webinaire et on espère que celui-ci répondra à certaines de vos questions. Et donc, pour débuter, je laisse la parole à Céline Para-Coquilla de l'ARACT PACA pour revenir notamment sur les principaux éléments de contexte et les principales conclusions de l'étude dont on parlait il y a un instant. Je vous laisse la parole, Merci, Céline. merci Pierre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous poser quelques éléments de contexte. Si vous pouvez, Pierre, Bien sûr, juste tout passer. à fait. Merci beaucoup. Donc,
Là, je vais partir sur des chiffres qui datent de 2022, puisque ça a été le point de départ de notre action que nous avons menée fin 2023. Mais je porterai à votre connaissance aussi des éléments plus récents, donc des chiffres de 2024. Donc en 2022, en région PACA, il y avait à peu près 1 million d'actifs âgés de 50 à 64 ans, ce qui représentait 65,1% de personnes en emploi sur cette tranche d'âge-là. Si on précise un peu plus la tranche d'âge 55 à 64 ans, toujours en 2022, on avait 57% de personnes en emploi et 56% en PACA. On voit bien que par rapport à la tranche d'âge 25-49 ans où on est à 82%, l'écart se creuse. Donc, c'est des chiffres déjà qui étaient en augmentation depuis 2013, puisqu'on avait une augmentation de plus de 3,3%. Et si on prend des chiffres un peu plus récents, donc des chiffres de 2024, on s'aperçoit donc que sur la tranche des 55-64 ans, 60,4% des personnes sont en emploi. C'est le chiffre le plus élevé depuis 1975. On voit cependant qu'on est inférieur au taux d'emploi en Europe, puisque celui-ci est à 62,4%, avec des chiffres, par exemple pour la Suède, qui vont jusqu'à au-delà de 75% d'emploi pour les 55-64 ans. Alors on le sait, hein, vous l'avez cité Pierre, c'est notamment dû à l'allongement des carrières, aux réformes relatives à l'âge légal de départ à la retraite, mais aussi au vieillissement de la population active et avec l'augmentation de l'espérance de vie. Et il y a aussi une diminution des mécanismes de retraite anticipée et une évolution des modes de travail qui sont plus adaptés, donc le télétravail, le temps partiel et les aménagements de fin de carrière. Donc si on reprend l'étude qu'on a menée fin 2023 et courant 2024, donc c'était une étude demandée par la DRETS qui était faite conjointement avec l'AFPA sur le maintien en emploi des salariés seniors et pour prévenir de la désinsertion professionnelle. Les objectifs du projet, c'était à la fois d'identifier des enjeux, des bonnes pratiques du maintien en emploi des seniors, mais aussi d'aller essayer de déterminer des axes d'amélioration, repérer en fait le besoin des entreprises et les pistes d'action pour améliorer le maintien en emploi des salariés seniors, expérimenter des nouveaux outils et des actions qui allaient être transférables à d'autres structures, hein, puisque je vous rappelle, le réseau ANACT-ARACT a pour but de transférer à un plus grand nombre des méthodes éprouvées et des outils pratiques, on va dire. Et la cible était des petites entreprises de moins de 50 salariés dans des secteurs en tension en termes de recrutement, qui étaient l'aide à domicile, l'hôtellerie-restauration, le commerce de détail, mais aussi tout ce qui était structure de l'insertion par l'activité économique. Pourquoi des petites structures? Parce que souvent, c'est eux qui sont moins outillés pour pouvoir répondre à tous ces enjeux. Donc, la méthodologie de cette action qui a été menée en 2024, c'était à la fois une enquête, donc une enquête qualitative qui intégrait un peu les champs de la QVCT, assorti d'un questionnaire des entretiens semi-directifs auprès de 29 entreprises. L'idée, c'était de déterminer aussi des bonnes pratiques qui étaient déjà mises en place. En ce qui concerne l'accompagnement de l'ARACT PACA, l'accompagnement individuel s'est fait d'abord dans un premier temps auprès d'un autodiagnostic pour lequel nous avons mobilisé une animation ludopédagogique pour pouvoir réaliser cet autodiagnostic collectif. Ensuite, nous avons mis en place déterminé un plan d'action avec chaque structure accompagnée, hein, il y a eu 4 entreprises accompagnées, et nous avons mis en œuvre une action prioritaire que nous avons suivie. Les thèmes qu'on pouvait retrouver à travers l'autodiagnostic concernaient en fait les compétences et les parcours professionnels, la santé, le dialogue social, mais aussi le management intergénérationnel. Hop. Merci. Les premiers constats qu'on a pu faire à travers cette étude exploratoire en 2024, c'était que globalement, les dirigeants voient les seniors comme une richesse et un gage de stabilité. Ce sont des salariés expérimentés, investis, avec peu d'absentéisme de courte durée.
On l'a pu le voir hein, sur les accompagnements qu'on a fait avec des groupes. Tous ces salariés qui se sont prêtés donc, au jeu sont venus, ont été très investis sur cet accompagnement-là. On voit qu'il y a quand même peu de gestion anticipée des fins de carrière et pas forcément de plan formalisé. Beaucoup d'entreprises, enfin même les 4 entreprises que nous avons Pour accompagnées, l'instant, nous ont petit à dit on n'a petit, jamais eu je suis l'occasion une formation individuelle d'accompagner des jusqu'à 10e salariés année. jusqu'à leur Maintenant, je suis départ en confiant, retraite. est-ce Donc qu'ils vont me c'était un permettre sujet ça, un peu mais nouveau pour eux, euh, mais ils savaient qu'ils devaient le mettre en si tu veux, place moi, je d'ici me les lance, je 2 sais années à pas. venir, puisque J'ai beaucoup de prévu personnes ça allaient si partir tu en retraite. On voit qu'il y a une volonté d'évoluer, d'être formés pour pouvoir bien faire leur travail. On a rencontré des salariés de plus de 55 ans qui avaient mobilisé la VAE pour pouvoir améliorer leurs compétences et pour pouvoir évoluer vers d'autres postes. Et qu'ils étaient engagés dans leur travail et qu'ils souhaitaient rester en poste jusqu'à la fin de leur carrière. Donc ça, c'est les premiers grands constats. La liste n'est pas exhaustive, hein. Voilà. Les actions sur lesquelles, enfin les actions qui ont été priorisées dans chaque entreprise, donc les bonnes pratiques, une première structure a décidé de travailler, enfin d'essayer d'étudier et d'aménager les horaires pour les salariés de plus de 55 ans, mais aussi de mettre en place, alors je rappelle, hein, c'était avant l'ANI du 14 novembre 2024 et on était avant aussi, et donc la loi d'octobre 2025. Donc, de mettre des entretiens de mi-carrière qui ne correspondent pas à la visite médicale de mi-carrière qui est obligatoire, mais de mettre en place un entretien de mi-carrière pour justement essayer d'anticiper et d'organiser les secondes parties de carrière. Une autre entreprise a décidé de faire une cartographie des compétences dites sensibles de salariés qui partaient dans les 3 années à venir et de mettre en place du tutorat. Une autre structure a décidé d'organiser des espaces de discussion sur le travail. Nous les avons formés à cet outil. Et l'idée, c'était d'organiser des espaces de discussion de travail 2 fois par an sur des thématiques propres aux salariés seniors. Et enfin, on peut dire que l'ensemble des entreprises le faisaient déjà ou ont décidé de le mettre en place, d'accélérer les coopérations avec la CARSAT en ce qui concerne, on va dire, tout ce qui est les futurs départs à la retraite et de pouvoir organiser des réunions collectives, mais aussi de mobiliser les OPCO pour tout ce qui était tutorat et enfin de mobiliser la GFIP. Nous, à l'issue de cette première étude exploratoire, on a fait quelques préconisations à travers tous ces accompagnements. D'un point de vue de santé, c'était de pouvoir intégrer l'âge dans le DUERP, dans le document unique, pour pouvoir prévenir la pénibilité. Sur la partie compétences, c'était de formaliser le transfert et de se dire que le transfert des compétences, ça devient une activité à proprement dite, une activité à mettre en place et à formaliser tout au long du parcours. Et surtout d'aménager, d'anticiper les fins de carrière pour éviter les ruptures brutales et les repositionnements. Et enfin, surtout, de favoriser le dialogue social et le dialogue professionnel par le biais des espaces de discussion sur le travail notamment, pour pouvoir manager l'intergénérationnel et anticiper les transitions professionnelles. Donc, l'étude s'est poursuivie en 2025 sur l'aménagement des secondes parties de carrière. Et on se rend compte que ce sujet, c'est un sujet qui va se poursuivre aussi en 2026, je vous en parlerai. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de répondre à un enjeu aujourd'hui qui est démographique et un enjeu de recrutement, surtout sur des secteurs en tension, de capitaliser l'expérience et de renforcer en fait la stabilité des équipes. La loi du 24 octobre 2025 le dit bien aujourd'hui, l'expérience devient un atout et non un risque. Et donc, il faut bien organiser la transmission des savoirs. Mais réduire les coûts liés à l'usure et l'absentéisme en faisant de la prévention. Renforcer bien sûr l'attractivité en termes d'image employeur, de marque employeur, pardon, et bien sûr répondre aux obligations légales donc de cette nouvelle loi, qui est parue en 2025. Parfait. Merci beaucoup Céline. Il y a plusieurs outils que l'on souhaitait valoriser. Alors,
vous voyez, hein, Céline l'a évoqué, il y a des employeurs qui se sont saisis, pardon, du sujet, qui ont testé, mis en place certaines actions, qui ont déployé certains outils, etc. Donc il y a des choses qui peuvent être imaginées, il y a des choses qui peuvent être faites pour essayer d'anticiper les secondes parties de carrière, les fins de carrière, d'organiser ces moments-là du parcours professionnel. Et après, il y a aussi voilà, sur quels outils on s'appuie, quelle documentation on peut avoir, comment réussir à savoir un peu où on en est dans sa propre organisation. Et donc, avec Céline, on souhaitait mettre en avant différents outils, différentes ressources qui sont à votre disposition, que vous pouvez télécharger librement et gratuitement. Peut-être pour commencer, vous présenter deux plaidoyers qui ont été élaborés par les partenaires justement de la charte de coopération en faveur du maintien en PACA que je citais en introduction et qui sont les organisateurs de ce webinaire. Il y a deux plaidoyers qui ont été donc produits au cours de l'été 2025 et qui sont téléchargeables, pardon, librement et gratuitement sur le site du PRITH. On peut en balayer un ensemble si vous le souhaitez. Ces deux outils sont un petit peu construits de la même manière. C'est-à-dire que ces deux documents, il y en a un qui s'adresse en fait aux employeurs. Et le deuxième outil d'information, document d'information, va plutôt s'adresser, lui, aux collaborateurs, salariés du secteur privé ou agents de la fonction publique. Et en fait, les deux documents d'information se répondent, sont construits un peu en miroir. C'est-à-dire que globalement, on va retrouver un petit peu les mêmes parties, la même construction, la même logique un peu itérative, mais simplement, évidemment, on ne s'adresse pas tout à fait au même cible. Donc, on peut en balayer un, on ne va pas balayer les deux, parce que de toute façon, globalement, les choses sont à peu près les mêmes. Donc, c'est des documents d'information qui ont pour objectif en fait de poser quelques éléments de contexte, etc., de sensibiliser en fait les employeurs, de mettre en avant certains outils, certains dispositifs et certains acteurs et ressources qui sont mobilisables. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez imprimer évidemment chez vous, que vous pouvez diffuser par mail ou, enfin bref, peu importe. Et c'est conçu comme étant un petit livret finalement à 5 pages, voilà, qui va bien. Donc, vous avez en fait en première partie juste des éléments un petit peu de contexte qui sont posés, qui reprennent d'ailleurs en partie plusieurs éléments qui ont été évoqués par Céline. Vous aurez quelques statistiques, quelques chiffres clés. À partir de quand on est senior ou salarié expérimenté, puisque voilà, ça fait toujours l'objet un petit peu de discussion, en tout cas il y a un cadre légal qui pose ces éléments-là, etc. Vous avez aussi en quoi finalement, et ça rejoint les éléments qui ont été évoqués par Céline, en quoi les salariés expérimentés, etc., voilà, constituent un atout dans l'organisation, voilà, les enjeux aussi autour de l'usure professionnelle, comment y faire face, etc. Vous avez quelques exemples de bonnes pratiques qui sont mises en avant, à la fois sur les grandes orientations, on va dire, mais aussi comment ça peut se traduire de manière très concrète. Et puis, vous avez une partie relativement importante avec des liens qui sont cliquables sur tous les dispositifs et tous les outils qui sont mobilisables. On a notamment listé, donc évidemment, on parle du maintien en emploi des publics, des collaborateurs expérimentés, hein, donc dès lors où effectivement il y a une problématique de santé qui est identifiée, repérée, qui peut constituer une problématique dans le cadre du maintien en emploi. Donc, on a essayé de lister des outils pour préparer notamment le retour à l'emploi pendant l'arrêt de travail. Donc, le rendez-vous de liaison, il y a un zoom sur les visites de pré-reprise, sur l'essai encadré, sur le temps partiel thérapeutique. Évidemment, tous ne sont pas applicables à chaque situation, mais peuvent être mobilisés en fonction des besoins de la personne. Il y a des informations sur la manière d'accompagner, Merci. d'anticiper la seconde partie de carrière, donc un zoom sur la visite de mi-carrière, sur le CEP, sur l'outil bilan de compétences qui est bien connu, sur la validation des acquis d'expérience, la VAE. Il y a évidemment des outils sur comment on accompagne à la reconnaissance administrative du handicap et notamment la RQTH. C'est Et ça. un petit zoom sur comment on prépare et on accompagne le passage à la retraite avec notamment le dispositif de retraite progressive. Donc à chaque fois, vous avez des liens cliquables vers lesquels vous pourrez effectivement aller un petit peu plus loin. Et puis en dernière page de ce document, vous aurez notamment les acteurs et les ressources que vous pouvez mobiliser
pour vous aider à accompagner certaines situations sur lesquelles potentiellement vous avez besoin d'un coup de main. Donc, vous avez notamment le site du Siste PACA. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y a notamment un webinaire de présentation ce vendredi pour présenter les différents outils, les différentes ressources qui sont mobilisables sur le site du Siste PACA, qui est une petite mine d'or dans laquelle vous pourrez trouver plein de choses et notamment des informations pour vous aider. Un zoom notamment sur les outils, sur les acteurs qui sont mobilisables pour la fonction publique, hein, qui est aussi disponible au sein du SIST PACA. Vous avez un annuaire notamment détaillé aussi de tous les acteurs qui interviennent en PACA sur le champ de la santé au travail, qui peuvent vous accompagner pour gérer certaines situations. Voilà, on vous renvoie vers certains liens, l'assurance retraite, l'assurance maladie, la MSA. Il y a un dossier maintien en emploi qui a été élaboré aussi sur le site du ministère du Travail qui est très bien fait. Il y a un guide qui est élaboré par les équipes de l'ANACT et de l'ARACT qui est très bien fait, très pratico-pratique, justement sur la question du maintien en emploi des collaborateurs expérimentés. Et puis évidemment, comment ne pas parler aussi des acteurs que sont l'AGFIP et du FIP-HFP qui sont aussi disponibles pour vous accompagner, pour accompagner vos collaborateurs, aménager les postes de travail, organiser les reconversions professionnelles via des financements qui sont dédiés donc pour les publics qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap essentiellement. Voilà, donc tout ça en fait est listé dans ce document. Donc évidemment, on vous laissera le plaisir de découvrir ces documents qui seront à la fois utiles, on l'espère du moins, pour votre propre culture, j'allais dire, sur ce sujet, mais aussi que vous pourrez mettre à disposition de l'ensemble de vos collaborateurs pour leur permettre aussi eux-mêmes d'être acteurs de leur propre parcours, de leur propre dispositif, de repérer les différents outils qui sont mobilisables. Et voilà, et de se lancer sur ce sujet. Donc, c'est un des outils sur lesquels nous souhaitions vous faire un Parce que zoom. On là, va quand je regarde, effectivement, vous mettre le lien de téléchargement. il y a marqué Hop, les dates alors, de session sur notre FDA. tac, attendez, je coupe les micros. Hop, voilà, c'est fait. Donc voilà, du coup, pour ce petit outil. Et Céline, je te laisse la main pour présenter un super outil qui a été fait par Alaract Anact, téléchargeable gratuitement lui aussi, et qui va vous permettre, employeur, de faire un peu un point d'étape de où est-ce que vous en êtes. Oui, alors cet outil d'autodiagnostic, c'est un peu les mêmes éléments qu'on retrouve sur l'animation ludopédagogique qu'on a menée auprès des accompagnements. On va venir interroger, donc c'est à destination des entreprises, différentes thématiques qui concernent les salariés et le maintien en emploi des salariés seniors. Donc on va retrouver les compétences, les parcours professionnels, mais aussi l'aspect santé, l'aspect dialogue social. Donc toutes ces thématiques-là. Vous avez un autodiagnostic en ligne, il vous suffit juste de cliquer sur le lien et de répondre petit à petit aux questions pour avoir cet autodiagnostic pour savoir où vous en êtes. Le deuxième outil, c'est un guide pratique, donc qui est aussi à destination des employeurs, où dedans, pareil, vous allez retrouver des problématiques, enfin des thématiques communes avec des liens, avec des bonnes pratiques, avec des illustrations. Donc tout ça sur ce guide pratique qui est sorti l'année dernière, en juillet 2024. Et je n'ai pas mis le lien, mais je vous le rajouterai peut-être sur le support. C'est l'outil qu'on a créé à l'issue de notre action 2024, donc qui reprend tous les éléments de cette étude exploratoire de 2024 et vous aurez en 2026 la continuité de cette action qui a été menée en 2025. Et pour faire un petit peu de teasing, il y aura une autre action sur les salariés seniors en 2026 qui va concerner le transfert des compétences. Donc, s'il y a des entreprises qui sont intéressées, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers l'ARACT PACA en début d'année, si vous êtes intéressé, si vous avez des salariés donc de plus de 50 ans et que vous voulez organiser la transmission de compétences, voilà, il y aura un accompagnement individuel d'entreprise. Et on peut peut-être montrer, Céline, Oui, comment allez. est organisé, si ça vous convient, Oui, cet oui, outil bien sûr. d'autodiagnostic. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, vous avez juste à cliquer dessus et puis à le mettre dans vos favoris ou à le garder quelque part. On vous renverra, on vous renverra pardon, dans tous les cas un petit mail au sein duquel nous vous adresserons le support là que nous vous diffusons. Nous vous adresserons aussi les liens de téléchargement vers les plaidoyers et puis évidemment le lien vers cet outil. Et en fait, quand vous cliquez, vous voyez, enfin, je vous laisse peut-être la parole du coup, Céline, pardon.
Oui, voilà, en fait, donc vous avez des affirmations et l'idée, c'est de se positionner, de se dire, est-ce que aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, je connais les départs à venir, c'est-à-dire retraite, licenciement, mobilité? Oui, en partie, non, ou on ne sait pas. Mm. Voilà, donc ça permet d'avoir des éléments de départ. Voilà, est-ce que les managers sont incités à partager les signaux d'alerte en matière de prévention de l'usure dans leur équipe? Voilà, tout ça vient venir vous interroger et vous permettre de faire cet autodiagnostic pour savoir où vous en êtes en matière de maintien en emploi des salariés expérimentés. Exactement. Donc cet autodiagnostic, il est relativement simple Oui, à renseigner, c'est relativement rapide aussi. Et puis derrière, hop, ça vous permettra d'avoir une première photographie, un c'est ça, premier état des lieux, tout à fait. finalement, de là où vous en êtes. Et puis finalement, ne serait-ce qu'en regardant les questions, ça donne aussi un peu des idées sur les différentes actions ou hypothèses qu'on pourrait mettre en place en interne pour essayer de se structurer sur ce sujet, pardon. Donc, vous le voyez, il y a un cadre juridique qui pousse évidemment à travailler cette question-là. En face, on peut avoir évidemment, plus on avance dans l'âge, plus on est exposé hein, à de l'usure professionnelle, à des risques professionnels, à la survenance de problématiques de santé, etc. Donc, plus effectivement on risque d'avoir des collaborateurs qui rencontrent des problématiques de santé et pour lesquels on a besoin de mettre en place des actions d'accompagnement, de soutien, de suivi, etc. Donc, on va voir dans une deuxième partie comment tout ça se matérialise, puisque finalement, entre un peu le point de départ, le constat selon lequel il y a un enjeu à travailler de plus en plus sur ces thématiques-là, de s'organiser en interne, d'organiser finalement un dispositif spécifique d'accompagnement, d'anticipation et d'accompagnement des secondes parties de carrière, des fins de carrière. Il y a aussi tout un tas d'outils, d'acteurs, de dispositifs qui sont à votre main, que vous pouvez mobiliser, qui vont vous permettre d'être accompagné vous-même dans le suivi, l'amélioration, enfin l'identification de solutions pour les situations qui peuvent potentiellement vous mettre en difficulté ou vous poser problème. Et donc on va essayer de voir dans une deuxième partie justement quelques retours d'expérience, quelques témoignages qui vont nous permettre d'illustrer finalement les différents outils, les différentes actions qui sont mobilisables et que vous pouvez mobiliser. Et donc, peut-être pour commencer, je fais appel à Monsieur Luc Perronnet, donc, qui est chef de service, conseiller prévention au sein de la ville de Toulon, donc fonction publique pour ce premier retour d'expérience. Monsieur Perronnet, est-ce que déjà je vous laisse vous présenter peut-être davantage que ce que je viens de faire? Tout à fait. Donc, Luc Perronnet, je suis chef du service prévention des risques professionnels à la ville de Toulon, qui dépend d'une direction des ressources humaines, depuis 11 ans. Parfait. Merci, merci à vous, Monsieur Pernet. Alors, ce qu'on cherche à démontrer dans ce webinaire, j'essaie de faire un petit peu la transition justement entre les deux parties à l'instant, c'est que on a un certain nombre d'éléments qui poussent à mettre en place des actions, des dispositifs, enfin bref, en tout cas faire en sorte que l'employeur s'organise, structure lui-même une démarche visant à accompagner ses collaborateurs qui rencontrent des problématiques de santé, dont évidemment les collaborateurs les plus âgés. Côté ville de Toulon, justement, comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous avez structuré, organisé votre politique handicap, notamment? Alors, l'intervention que je vais effectuer va porter de la manière suivante. Mm. Donc, on va parler de politique handicap au niveau de la collectivité et de la convention notamment avec le FIPH et on abordera ensuite la place des seniors dans cette politique ainsi que les actions mises en œuvre en faveur des seniors et en situation de handicap. Donc, Mm. concernant notre politique et le conventionnement avec le FIP, donc la ville de Toulon, en fait, s'appuie du FIPH depuis 2006. Donc, on a passé 4 conventions avec le FIP. Et là, on a une convention depuis 2023 d'environ 692 000 euros sur 3 ans. Donc, cette convention porte sur 7 axes. Donc, le recrutement, le reclassement, le maintien dans l'emploi, la formation, la communication, l'accessibilité numérique et les actions innovantes. Et en fait, sans le FIP, on ne pourrait pas avancer comme on avance. En fait, c'est un acteur clé dans la démarche. Et donc, il finance notamment tout ce qui est aménagement de poste, aide technique, des études ergonomiques, des bilans de compétences,
les salaires des apprentis, une partie de la rémunération des tuteurs des apprentis en situation de handicap. Et c'est pas que ça, bien sûr, c'est non exhaustif. Mm. Donc, pour la collectivité, ça signifie que, en fait, sans cet acteur clé, on n'arriverait pas à à réaliser en fait tout ce qu'on peut mettre en place au niveau des aménagements et de l'accompagnement des seniors et surtout des personnes en situation de handicap. Mm. La deuxième partie, donc, c'est la place des seniors dans la politique handicap de la collectivité. Oui. Donc, sur la partie statistique, Alors, on en avait fait des fait, au petites niveau de la, statistiques ensemble, effectivement. voilà. Donc, au niveau de la collectivité, donc, comme vous pouvez le voir sur le petit slide, donc, on a 2423 emplois permanents. Et sur ces 2423 emplois permanents, en fait, la place des seniors, donc les plus de 50 ans, ça représente 56% de l'effectif. Et sur 56% de ces effectifs, 12% sont des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, qui rentrent intrinsèquement dans l'aide qu'on a notamment avec le FIP. Donc, pour aller plus loin dans cette présentation, donc au niveau donc des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc vous avez une petite répartition de ces effectifs. Et donc, sur les 217 bénéficiaires de l'obligation d'emploi, on a notamment, pour tout ce qui est pension d'invalidité et pension militaire, on a 4 agents. Tout ce qui est victime d'accidents de service ou de maladies professionnelles supérieures à 10%, excusez-moi, on a 16 agents. Tout ce qui est travailleurs reconnus, travailleurs handicapés, 72 agents et 125 agents qui sont soumis au reclassement ou repositionnés dans les services. Donc, en fait, la ville de Toulon, avec l'aide du FIP, dans sa logique parcours de vie, ne se limite pas au handicap dès l'entrée en fonction. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on soutient le maintien dans l'emploi, dans la reconversion et l'adaptation des postes tout au long de la carrière des agents. Mm. Cette dimension senior et handicap santé s'inscrit entièrement en fait, dans une stratégie d'inclusion à long terme, donc avec l'aide bien sûr du FIP. Si on rentre plus intrinsèquement dans le vif du sujet, donc sur les actions qu'on met en œuvre pour les seniors en situation de handicap. Donc il y a 3 parties qui ont été identifiées, la compensation, le parcours professionnel et le repérage et l'anticipation des problématiques. Donc concernant la compensation et les aménagements de poste et la reconversion professionnelle. Donc on a la partie aménagement de poste qui, grâce au FIP, en fait, on va pouvoir solliciter, comme je le disais précédemment, des études ergonomiques et des études de poste, notamment en interne avec l'équipe. On est une équipe de 6 personnes en fait en interne et j'ai 2 infirmières diplômées d'État qui m'aident tout au long de l'année à réaliser en fait ces études pour qu'on puisse réaménager les postes de travail et notamment proposer des réaménagements en matériel, mobilier, outils, etc. Après, on a tout ce qui est aide et technique. Donc, tout ce qui est financement d'équipements, les aides humaines, donc auxiliaires, interprètes, selon le handicap de chaque personnel. Et après, la grosse partie, puisque comme je le disais, ça représente 125 agents, c'est la reconversion professionnelle et le reclassement. Donc là, dans ce cadre-là, en fait, la collectivité propose à chaque fois qu'il y a un reclassement, donc un bilan de compétences et du coaching, avec des formations adaptées, ou, comme vous le disiez précédemment, des validations des acquis aussi pour les personnels qui ne sont pas automatiquement en situation de handicap, et des transitions avec des transitions de poste, quand la santé ne permet plus d'exercer, bien sûr, les fonctions antérieures au métier. Et pour le reclassement, on a automatiquement une période de préparation au reclassement, donc une PPA, qui est financée aussi en partie avec le FIP. Mm. Concernant le parcours professionnel, donc on a une cartographie des postes à contraintes modérées. Donc la collectivité, en fait, identifie toutes les problématiques contraignantes liées à chaque poste. On accompagne, donc la collectivité, en fait, lance donc, ses bilans professionnels et les bilans de compétences pour des accompagnements individuels. Et concernant le repérage et l'anticipation des problématiques, donc on a un référent handicap, bien sûr, en interne, qui a été formé spécifiquement depuis, ça doit dater au moins 6 ou 7 ans, qu'on dispose de ce référent handicap, qui est vraiment le maillon intrinsèque entre les agents et notre service pour identifier les problématiques liées au handicap.
Après, bien sûr, on a la médecine de prévention avec le médecin. Nous, on a un médecin du travail et un infirmier, et on a un conventionnement avec le centre de gestion 83 pour tout ce qui est médecine du travail, puisque depuis 2023, en fait, la collectivité a dû se séparer suite à un départ à la retraite du médecin, donc du médecin du travail avec toute l'équipe pluridisciplinaire qu'elle est avec, pour conventionner avec le centre de gestion, et donc, notamment donc, ce médecin et cet infirmier, donc pour identifier en fait au plus tôt les signaux de surcharge, fragilité et pathologie, et proposer des mesures d'aménagement et de reclassement. Après, on a tous les acteurs internes dans cette politique. Donc, les acteurs internes sont, en l'occurrence, on a un élu au handicap, le directeur général des services, notre directeur général adjoint ressources et populations, ma directrice des ressources humaines, donc moi-même, les représentants du personnel qui sont impliqués aussi dans cette démarche, et les équipes de la direction logistique, la direction de la commande publique et bien sûr les 26 assistants de prévention qu'on a répartis dans chaque direction. Et après, on a une partie communication et sensibilisation afin d'organiser des sessions de formation et de sensibilisation au niveau des encadrants et des managers afin de repérer en amont tout ce qui est problématique liée au handicap et sinon de fragilité. Donc, en conclusion, si je peux me permettre, donc, on a une politique en handicap qui s'appuie notamment sur le FIPH pour nous aider. Et c'est bien plus qu'une aide, hein. Je vous dis, si vraiment il n'y avait pas le FIPH, ça serait très difficile de mettre en place toutes ces mesures. Donc, pour favoriser en fait l'inclusion des seniors et de mettre en place toutes les actions de compensation et de reconversion, des mesures de prévention et d'aménagement du parcours professionnel de l'ensemble de ces agents. Voilà. Enfin, j'espère avoir été assez clair dans ma Ouais, présentation. merci beaucoup, Monsieur Perronnet. Je fais une toute petite précision pour nos auditeurs, puisqu'on a un webinaire qui s'adresse à la fois aux employeurs publics et aux employeurs privés. Donc, effectivement, on a évoqué ce conventionnement avec le FIPHFP, donc, qui est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui est donc l'acteur en soutien des acteurs publics sur le sujet du handicap, hein, des employeurs publics, que ce soit de la territoriale, de l'hospitalière, territoriale hospitalière et de l'État, pardon. Et Et la puis GFIP aussi. évidemment, et voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Côté Mm. secteur privé, il y a l'AGFIP qui intervient dans des modalités pas tout à fait équivalentes à celles que vous venez d'évoquer, mais qui propose évidemment énormément d'actions et de dispositifs à destination des employeurs privés. D'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard dans cette présentation. Voilà. Et ce qui est interpellant dans votre propos, moi je retiendrai, enfin il y a plein de choses à retenir, mais en tout cas je voulais mettre en avant deux petites choses, Monsieur Perronnet, si vous en êtes d'accord. D'abord, les statistiques qu'on a sous les yeux, elles sont très intéressantes parce qu'elles montrent quoi? Elles montrent en fait que finalement, plus on avance dans l'âge, plus il y a de probabilité effectivement d'avoir une reconnaissance administrative, enfin en tout cas de rencontrer des problématiques de santé. Et c'est bien logique, mais simplement l'objectif un peu ici. Puisque quand on regarde les statistiques que vous nous avez fournies, on voit que vous avez, par exemple, vous avez 476 agents qui sont âgés de 26 à 40 ans. Et dans ces 476 agents, vous en avez 17 qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap, hein, qui sont BOE, bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ça représente 3,%. C'est comme s'il y a une sorte de taux d'emploi de 3,5%. Et vous voyez, à mesure que l'on avance dans l'âge, on a ce taux d'emploi finalement qui augmente. Quand bien même les tranches d'âge sont plus petites. Vous voyez, de 50 à 55 ans, c'est que 5 ans. Et on voit que là, le taux, il est de 6,53%. Et les plus de 55 ans, on est à 12,53%. Donc effectivement, vos statistiques, elles matérialisent bien la nécessité finalement de mettre en place des actions, de faire du cousu humain, d'organiser en interne le repérage des situations et derrière de bien connaître son écosystème. FIP, dans votre cas, AGFIP, les acteurs de la CARSAT, enfin, les Cap Emploi, etc., pour justement pouvoir derrière s'appuyer sur les bons partenaires pour mettre en place des actions d'accompagnement individualisé. Alors, dans votre cas, vous avez un service de santé au travail qui est internalisé, mais bien évidemment, l'acteur incontournable, ça va être le service de prévention et de santé au travail, interentreprise ou autonome, qui va derrière être capable de flécher finalement certaines situations. Donc ça, c'est la première chose effectivement que je voulais mettre en avant par rapport à votre propos et donc qui vient bien mettre en avant la nécessité de s'engager sur ce sujet. Et c'est le deuxième point que je voulais mettre en avant aussi, eh bien, c'est justement la nécessité que l'employeur soit proactif finalement sur cette démarche. Alors, Ville de Toulon, vous êtes très nombreux et évidemment dans ce webinaire, on va avoir des TPE, des PME, des structures peut-être de taille plus modeste que la vôtre, mais
ce que ça veut dire aussi, c'est que quelle que soit finalement la taille de son organisation, évidemment, les moyens, les marges de manœuvre ne seront pas tout à fait les mêmes, hein. Vous évoquiez notamment tous les enjeux en termes de repositionnement, de reclassement, etc. Mais que néanmoins, en fait, on peut construire une politique à destination de ces agents et de ces salariés qui rencontrent des problématiques de santé qui sont finalement proportionnées à la hauteur de la taille de son organisation. Donc évidemment, une TPE, on ne va pas lui demander de mettre en place toutes les actions que vous venez d'évoquer, par exemple, côté ville de Toulon. Mais on peut tout de même quand même envisager mettre en place des petites actions et en tout cas, dans tous les cas, s'appuyer sur les acteurs de l'écosystème qui vont vous permettre de vous aider à identifier et à accompagner certaines situations qui vous mettent en difficulté. Et en fait, c'est un peu ça le message clé qu'on voudrait faire passer dans ce webinaire, c'est que il y a il faut d'une part une certaine proactivité, employeur comme collaborateur, pour identifier des situations et les mettre en œuvre. Mais il faut aussi que les collaborateurs, enfin que les employeurs, pardon, repèrent bien l'ensemble des outils, des dispositifs, des partenaires qui peuvent être mobilisables, pour la plupart d'ailleurs gratuitement, pour vous accompagner sur certaines situations. Et qu'il y a des possibilités d'aménagement, d'accompagnement, etc., qui sont possibles et notamment des belles réussites. Et j'imagine que sur les 217 pardon, agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi, bah, il y a beaucoup, beaucoup de belles réussites que vous avez pu accompagner, monsieur Perronnet. Donc, on vous Tout à remercie fait. pour votre retour d'expérience, monsieur Perronnet, qui montre bien à nouveau l'engagement essentiel côté employeur. Et on va ensuite avoir un deuxième retour d'expérience, un retour d'expérience conjoint de Madame Stéphanie Salis, qui est donc responsable RH au sein de la société de l'entreprise EasyTech, et Monsieur René Blanc, qui est lui salarié, collaborateur au sein de cette entreprise, donc EasyTech. Donc, merci déjà à vous deux pour votre retour d'expérience. Vous l'avez vu, on a eu avec Monsieur Perronnet une mise en visibilité finalement de la nécessité pour un employeur d'être proactif. Mais toutes ces situations individuelles, l'accompagnement de ces situations, bah, c'est aussi une rencontre entre une entreprise et puis, enfin, ou un employeur public et puis un collaborateur. Alors, ce que je vous propose déjà peut-être pour débuter, je m'adresse à vous, Monsieur Blanc, c'est peut-être de nous Oui. retracer un petit peu, enfin déjà on vous remercie évidemment pour votre participation à tous les deux ce matin et de partager un peu votre histoire. Peut-être déjà commencer par le commencement, Monsieur Blanc, et nous raconter finalement un petit peu quel était votre métier historique et le métier que vous occupez aujourd'hui. Déjà, Donc, bonjour. Et ouais, juste avant, je faisais carrossier. Je fais carrossier pendant 20 ans, avant d'être arrêté. Et donc, après, j'ai suivi le parcours imposé, enfin, je veux dire, MDPH, tout ça, quoi. exactement. Avant du Voilà, coup j'ai de, 57 ans. Je ne sais pas si, voilà, c'est très bien. des questions précises. Je vous amène sur des questions précises, Monsieur Blanc. Pas de souci. Donc, pendant plus de 20 ans, vous avez été carrossier peintre, du coup, en Oui, avant, carrosserie. j'étais enseigniste pendant 17 ans. Voilà. OK, parfait. Et donc, enfin, pas pendant toutes les 20 ans, mais en tout cas pendant une partie de votre précédente carrière professionnelle, bah, vous avez eu des problématiques de santé, Oui. des douleurs qui étaient assez fortes, assez permanentes, notamment dans l'effort physique, parce qu'on imagine bien que carrossier peintre, bah, il y a du port de charge, il y a un aspect très physique. Le Covid est passé par là, et à la reprise, des douleurs qui Ils étaient de sont plus en plus amplifiés. fortes. Hmm. Oui. Oui, parce que le fait de rester un an sans trop pouvoir, comment dire, sans activité professionnelle, quoi, ça fait que les muscles ils se ramollissent et puis les douleurs elles sont amplifiées, quoi. Exactement. Et donc, Voilà. à votre retour, il y a eu quelques petits changements aussi en interne au sein de l'entreprise, etc. Notamment, voilà, vous avez fait le choix de transmettre en fait toutes les informations utiles à la médecine du travail. Jusque-là, vous n'aviez pas forcément trop évoqué euh, votre Non, parce que situation de voilà, santé. Hmm. parce qu'en fait, je voulais pas, comment dire, je voulais pas trop m'étaler dessus, quoi. Puis il y a eu ce Covid avec un changement de direction et le jour de la médecine du travail, quand ça a été le moment de passer à la médecine du travail, la personne avait
Puis les dossiers, il y a eu un changement de médecin et du coup, j'ai amené mes dossiers et là, il m'a dit stop. Il vous a dit stop. Et Ça donc là, s'est il y a une passé comme ça. inaptitude, ouais, Oui, qui a été oui. posée. Et ils vous ont proposé, du coup, ben, en gros, d'organiser une reconversion professionnelle, finalement. Voilà, c'est ça. En passant par un bilan de compétences. Il y a eu le bilan de compétences. Enfin, je me rappelle plus tout exactement, mais Mm. avec comment on appelle ça, des examens supplémentaires pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose là-dessus. Puis bon, après, ça m'a amené à la formation à la Rouguière, Exactement. Avec de un passage monteur-câbleur. par la MDPH, notamment. Oui. Oui, en passant par la MDPH, c'est par rapport à la MDPH, oui. Exactement. Donc, la MDPH, pour tout le monde, c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap, qui est notamment chargée, vous le savez, de délivrer un certain nombre de justificatifs. On parle beaucoup de l'RQTH depuis ce webinaire, ça en fait partie, mais pas que, évidemment. Et puis, la MDPH donne aussi des orientations, notamment dans des parcours de reconversion professionnelle. Et donc, vous avez fait un bilan de compétences, Monsieur Blanc. Ensuite, vous avez donc été amené à faire une formation au centre de formation de la Roubière, La qui est un centre Rouguière, de formation professionnelle. pour Et ça, handicapés. ouais, et pour personnes en situation de handicap, effectivement. Et puis, donc, c'est à ce moment-là, Monsieur Blanc, que vous allez, du coup, dans vos stages, découvrir l'entreprise EasyTech. Oui, par, par des gens qui étaient sur place, qui avaient déjà fait. Donc, ils ont gardé les adresses, les bonnes adresses. C'est comme ça qu'on l'a su, puisqu'en fait, on n'est pas trop aidé hein, quand même dans les centres de formation. On ne nous guide pas sur les entreprises. C'est dommage parce que ça serait plus simple de. Je pense que beaucoup doivent se décourager parce que c'est difficile de trouver des stages dans ce genre de métier. Oui, tout à fait. Parce que, du coup, on ne l'a même pas précisé, Monsieur Blanc, mais est-ce que vous pouvez expliquer le métier que vous faites aujourd'hui? Je suis monteur câbleur aujourd'hui en Voilà. électronique. Parfait, parfait, effectivement. Donc c'est important c'est important de le dire. Alors, peut-être Madame Salis, du coup, donc vous êtes vous donc responsable RH de cette société EasyTech. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer finalement quelle était un petit peu la politique d'EasyTech par rapport à l'accueil de stagiaires, par rapport à justement à ces liens que vous pouvez avoir avec des centres de formation comme celui de la Roubière? Oui, donc en effet, bonjour. Historiquement, la société EasyTech a toujours accueilli un nombre de stagiaires assez important, que ce soit des stagiaires en début de parcours professionnel pour valider des projets, pour valider des formations, et puis également des salariés en reconversion professionnelle, notamment avec ce centre de formation qui est basé à Marseille et qui forme en montage câblage en électronique sur une formation quand même d'une durée importante Oui. de 12-18 mois avec plusieurs périodes de stage en entreprise. Donc, quand on est arrivé au sein d'EasyTech, hein, puisqu'on a un historique, on a repris la société il y a un peu moins de 2 ans. On a fait la connaissance déjà de salariés en poste qui avaient suivi ce parcours au sein de ce centre de formation. On a fait la connaissance de René qui avait effectué plusieurs stages et à l'issue de la formation, on avait un poste à pourvoir. Donc, on a proposé à René de le recruter depuis donc septembre 2024 sur un poste de monteur câbleur. Voilà. Donc, c'est vrai que je pense que c'est important ce que disait René pour les entreprises peut-être d'être ouvertes aussi à l'accueil de stagiaires de tout horizon pour pouvoir déjà faire connaître nos métiers, parce que le montage câblage en électronique, bon, c'est un métier qui est connu dans le sud de la France, mais pas de partout peut-être en Non, France. c'est pas. C'est Si on tape dans les recherches de stages en mettant moteur câbleur ou dans l'électronique, tout ça, il y a pas de, on tombe pas sur des adresses. C'est très difficile de trouver le nom d'une entreprise, de pouvoir appeler, d'être en contact pour pouvoir avoir un stage. Et c'est dommage parce que c'est quand même comme ça qu'on peut se faire connaître et qu'on peut essayer le métier. J'ai trouvé ça un peu dommage que ce soit aussi difficile de trouver des stages quand on est dans la formation.
Mmh. Et D'où il est l'intérêt. vrai Ah que oui, les pardon. stagiaires que l'on reçoit en général, puisqu'on accueille à partir de la seconde professionnelle spécialité électronique jusqu'au bac plus 3, puisqu'il y a un BUT électronique GE2I qui correspond bien à nos métiers. Souvent, on a les jeunes qui nous demandent de venir sur plusieurs années consécutives, et c'est aussi un vivier pour nous. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, parce que c'est des jeunes aussi qu'on prend souvent en emploi d'été ensuite, puisqu'on on a aussi d'autres besoins. Donc voilà, ouvrir les portes de l'entreprise pour accueillir des stagiaires de tout horizon, c'est une bonne formule aussi pour pouvoir recruter après. Ouais, tout à fait. Et effectivement, c'est intéressant dans un contexte aussi où parfois on peut avoir du mal à recruter, on peut avoir du mal à identifier des bonnes personnes, etc. C'est vrai que là, ce stage, ça permet, enfin ces stages ou ces accueils de formation, etc., ça permet aussi finalement, au-delà de la découverte de vos métiers, et bien parfois de tomber sur certaines pépites, le terme qu'on a utilisé ensemble quand on a préparé ce webinaire, comme c'est le cas de Monsieur Blanc, effectivement. Alors, du coup, Monsieur Blanc, vous avez fait, vous, donc 5 semaines de stage au sein de l'entreprise EasyTech. Et puis, Oui, donc, à deux l'issue de fois. la formation, en 2 fois, c'est ça, vous avez dit, pardon? Non, non, je l'ai fait 2 fois, donc Ah, deux j'ai fait fois, 2 fois pardon. 5 semaines. OK. Ah bah parfait. Et puis donc à l'issue de ces 2 fois 5 semaines, eh bien là vous avez donc été recruté en CDI au sein de l'entreprise. C'est ça. Et après, bah, il y a eu évidemment donc tout le parcours d'accueil, d'intégration, etc. Euh, mais vos pépins de santé étaient quand même encore un petit peu présents, puisque du coup, vous avez eu un arrêt de travail Oui, quelques oui, oui. semaines plus tard. Et à votre retour, aujourd'hui, votre situation actuelle, vous êtes donc en temps partiel thérapeutique, si je ne dis pas de bêtises, Oui, à hauteur de 12 jours par semaine. Et ça. il y a une réflexion qui est en cours pour essayer d'identifier notamment les équipements, les aménagements de postes qui vont vous permettre, on l'espère évidemment, de compenser vos problématiques de santé. Et pour ça, vous êtes notamment accompagné par Cap Emploi. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement tout ce process finalement de recherche d'équipements, etc., avec l'appui du collaborateur de Cap Emploi? Ben, après, je sais pas trop comment le dire, mais bon, on a eu donc un ergonome qui est venu pour voir mon poste de travail, voir le style comment dire, de posture que je prends pendant que je travaille, tout ça, pour essayer d'aider par rapport à mes soucis, quoi. Et de là, on a quand même trouvé quelques solutions pour améliorer. Et bon, c'est en cours, hein, c'est pas fini, mais c'est en cours. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que je pensais pas faisables et qui aident vraiment pendant la journée de travail au niveau du maintien des bras, au niveau ne serait-ce que du fauteuil, ça fait quand même, comment dire, ça aide vraiment dans le. Après, moi, je suis en cours de soins, j'ai pas encore eu encore mes infiltrations. Donc, après, il faudra voir dans le temps, mais pour l'instant, je pense que c'est bien parti. C'est une bonne, comment dire, c'est bien parti pour améliorer les conditions de travail. Ouais. Avec plusieurs Je équipements, du dirais, coup? moi, que Oui, allez-y, le Madame point de Salis, pardon. départ, peut-être, ça a été la médecine du travail, parce que Ouais. Redé, son souci, ça a été, bon, il y a eu un arrêt de 3 semaines, mais ça a été de reprendre le travail. Et en parallèle de consulter un professionnel aussi, donc la médecine du travail, pour savoir ce qu'il était possible de faire. Oui, Parce que vraiment, sa demande, c'était je veux revenir au travail. Donc, ce qu'on a trouvé, ce qu'a proposé le médecin du travail, c'est ce temps partiel Mm. thérapeutique avec, en actionnant différents acteurs pour pouvoir maintenir René en poste, tout en facilitant peut-être le geste de travail. Et c'est la raison pour laquelle cet ergonome est venu en entreprise, observer le poste de travail et a ensuite sollicité donc l'aide de Cap Emploi pour pouvoir mobiliser une entreprise d'équipement spécifique. Alors, je ne sais pas si on peut les citer, Azergo, Mm. qui a pu aussi venir et nous proposer différents matériels. Alors, on est parti sur 5-6 matériels, hein. C'est surtout un siège particulier qui permet de soulager René, un repose-pied. Enfin, parfois, c'est des petites choses toutes des petites simples, hein. choses, mais ça, c'est Mais, vrai que ça aide, hein, ça aide. Il y a pas, c'est évident, quoi.
C'est ce qui peut-être a fait le plus, ce qui a été le plus bénéfique peut-être à René, c'est un microscope numérique en fait, puisque quand on est monteur câbleur en électronique, on est obligé de baisser systématiquement la tête et la relever. Donc en fait, à l'aide de ce microscope numérique, en fait, il n'est plus obligé Voilà. d'avoir les flexions. Oui. Il travaille, alors comme je lui dis, un peu comme un chirurgien, c'est-à-dire que maintenant il regarde l'écran et il travaille avec ses outils. C'est vrai que ça aide, hein. C'est des petits trucs à chaque fois qui font qu'au final, il y a du mieux. C'est évident. Mm. On ne peut pas dire le contraire. Ouais, Voilà, tout à donc, fait. donc les équipements, là, aujourd'hui, ils sont en place, hein, et Cap Emploi a monté le dossier de financement pour qu'on puisse bénéficier d'une aide très conséquente, hein, des AGFIP. Alors, on n'a pas les résultats encore, la validation des AGFIP, mais en tout cas, le dossier a été instruit et déposé sur la plateforme des AGFIP par Cap Emploi. Voilà. Donc moi, ce que je souhaitais souligner peut-être par rapport à ça, c'est que c'est vraiment une mise en réseau qui a bien fonctionné dans notre situation, puisque chaque intervenant, en fait, a pris contact les uns avec les autres sans forcément notre intermédiaire. Employeur, salarié, on a dû participer, bien sûr, à ces visites, mais ce n'est pas nous qui avons actionné les partenariats. Et ça, c'est quelque chose de très important, notamment du point de vue employeur. Ça ne nous a pas mobilisé trop de temps. Et je dirais qu'en 6 mois, on arrive sur un dossier qui finalement arrive à son terme, va être finalisé. Il ne nous manque plus qu'à voir la réponse des AGFIP sur le financement du matériel. Mm. Ouais, effectivement, et c'est un retour d'expérience que vous apportez qui est très riche et qui est très dense, pardon, et on vous remercie encore pour votre retour d'expérience parce que ça montre plein de choses. Ça montre d'abord effectivement que le parcours de René, c'est un parcours qui est fait d'abnégation quand même, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de motivation, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement, voilà, pour avoir suivi les étapes qui étaient les vôtres, s'engager dans une reconversion professionnelle, faire un bilan de compétences, enfin, tout ça est quand même quelque chose de euh, voilà, à affronter et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait. Et puis côté C'est vrai que c'est employeur, oui, pardon, facile à allez-y, je vous en prie. 25 ans qu'à 50 et quelques. Exactement, C'est vrai. exactement. Et C'est vrai. c'est aussi pour ça qu'on disait que il faut dans tous les cas une forme d'engagement, mais que cet engagement, on peut pas être seul à s'engager. Et vous, Monsieur Blanc, vous avez fait votre part entre guillemets du job avec votre abnégation et vous êtes engagé dans ce parcours de reconversion pro et voilà, se former, comme vous le dites, à un certain âge, c'est pas simple. Faut retourner au centre de formation de la Roubière, il faut aller faire des stages, etc. Pfiou, costaud. Et en face, il faut aussi, du coup, qu'on ait un employeur qui soit, lui, actif aussi. C'est-à-dire qu'il noue les partenariats qui vont bien, qu'il soit dans une posture d'accueil de ces parcours-là, justement, un peu atypiques, et qui sortent un peu des, je sais pas comment, quel terme on peut utiliser, des chemins battus, dans des sentiers battus, pardon. Voilà, et qui derrière va être capable d'aller chercher les bons acteurs pour justement que derrière l'accompagnement se mette en place. C'est-à-dire, vous l'avez dit, Madame Salis, la médecine du travail, voilà, qui va derrière activer un peu les bons outils, etc. On a Cap Emploi qui intervient aussi, qui va derrière être un acteur évidemment facilitant pour repérer les bons matériels à mettre en place, qui va permettre de faire quelques tests sur certains matériels, qui va derrière vous aider à instruire le dossier pour obtenir le financement côté AGFI. Enfin, voilà, toute cette mécanique, elle se met en route, mais il faut bien que quelqu'un active cette mécanique. Et ça nécessite une proactivité côté employeur. Cette abnégation, finalement, cet engagement, bah, c'est voilà, le sujet du maintien en emploi des publics âgés, c'est une rencontre, à un moment donné, entre un employeur qui est engagé et un salarié qui fait preuve d'abnégation qui est engagé aussi. Et je trouve que votre témoignage, il illustre ça, cet engagement un peu partagé pour trouver des situations. Des solutions, pardon. Je suis bavard, vous me connaissez maintenant, mais voilà, je trouve que c'est vraiment riche en fait votre retour d'expérience. Et à nouveau, on peut que saluer vos engagements à tous les deux respectifs voilà, pour qu'il y ait une rencontre à un moment donné entre un collaborateur qui est engagé, etc. On reprend le terme de pépite tout à l'heure, et puis un employeur qui lui aussi voilà, a envie de tendre la main et puis avoir des collaborateurs de qualité dans ses rangs. Donc voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose pour conclure votre témoignage. J'ai rien de spécial.
Alors, j'en En tout profite cas, du je coup. remercie encore la direction ici pour les efforts, pour le temps qu'on a perdu à faire tout ça, parce que c'est que ça a pris quand même pas mal de temps quand même. C'est c'est du temps un petit peu de perdu. Enfin, je sais pas si. Mais bon, Et pour moi, voyez-vous, la démarche, elle a été plutôt menée de manière assez rapide parce que en 6 mois, finalement, on arrive à la finalité, à un financement d'équipement. Donc pour moi, c'est plutôt positif Oui, de tout à se fait. dire on a mis presque que 6 mois finalement, en maintenant, parce que l'intérêt pour l'entreprise, hein, je ne vais pas le cacher, hein, c'est de garder son salarié et de Bien pouvoir sûr. conserver la ressource. Donc c'est ce qu'on a pu faire puisque René est parmi nous, même si le temps de travail est un peu réduit. Voilà. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire. Est-ce finalement du temps perdu, René, ou est-ce de l'investissement de la part d'Ivitech? Voilà, oui, sans bah, doute plutôt c'est la deuxième gênant pour partie. moi, c'est tout. Voilà, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu gênant ça, pour travailler. Bon. Mais bon, je le remercie encore parce que c'est vrai que c'est. Je pense pas que c'est tout le monde qui aurait fait ça. Voilà, quoi. Exactement. Et on a une petite question quand même à vous poser de la part de Fabienne. Juste vous demander comment a été financé le bilan de compétences de Monsieur Blanc. Est-ce que vous savez ce que c'était sur Oui, des le bilan de OPCO, compétences, c'est parce que bah, moi, ça faisait quasiment 20 ans que j'étais dans mon entreprise et on cotise pour, le je CPF? connais pas le nom, mais en fait, c'est CPF, CPF. voilà. Ok. Et il y avait le double de la somme pour vous dire, il en reste encore donc la moitié sur ça a été payé par ça. Ok. Ok. Effectivement, on avait la question qui était posée. Donc parfait, parfait. Monsieur Perronnet, vous souhaitiez également intervenir. Monsieur Perronnet, mérite de Oui, Toulon. oui, oui. Donc, juste pour revenir un petit peu sur le montant de la participation, c'est vrai que j'ai donné un montant global, mais en fait, le FIP sur les primo-accédants, on peut avoir un financement de 70% du surcoût de l'aménagement. Donc, Ok. c'est quand même conséquent. Et pareil pour le bilan pro, en fait, on parlait de bilan pro. Et pour le bilan pro, pareil, on peut aller jusqu'à 70% du financement du bilan pro. Tac. Ok. Merci, merci beaucoup, Monsieur Perronnet, pour ces précisions. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à vous deux, Madame Sadis, Monsieur Blanc, pour ce retour d'expérience très riche, très Merci à dense. vous. Et puis, je vous propose du coup de poursuivre notre webinaire avec une troisième et dernière situation. Et donc, je sollicite Monsieur Marc Ferrarini. Monsieur Ferrarini, qui est donc enseignant au sein d'AgriCampus Var hier. Alors, est-ce que vous nous entendez bien, Monsieur Ferrarini? Oui, bonjour à tous, je vous entends très bien. Parfait, super. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci, Monsieur Ferrarini, également de participer à ce webinaire et puis de jouer le jeu aussi, de parler de vous et de parler de votre situation. Euh, alors, est-ce que d'abord, peut-être, je peux vous demander quel est votre métier et nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Donc, je suis enseignant en travaux pratiques en aménagement paysager, Ouais, principalement sur les niveaux bac. Et donc, ça consiste principalement à mettre en œuvre les différentes activités qu'ils vont avoir dans leur carrière professionnelle sur le terrain. Donc, ça va de l'entretien des jardins jusqu'à la conception, en passant par la mise en place d'arrosage, puis tout ce qui est travaux de petite maçonnerie paysagère. ok. Ok, parfait. Merci beaucoup, Monsieur Ferrarini. Et donc, il y a quelques années de cela, eh bien, vous avez eu une problématique de santé sur votre lieu de travail qui a Tout eu à fait. des incidences sur votre emploi. Mais disons que j'ai fait un petit accident cardiaque Mm. sur mon travail, en présence des élèves, ce qui était peut-être un peu traumatisant quand même pour eux. Mm. Et suite à la rééducation que j'ai fait par la suite, ben, on s'est aperçu que finalement, tous travaux au-dessus de la ligne d'épaule, ben, pour moi, était devenu quelque chose de pratiquement impossible à réaliser. C'est-à-dire que vous aviez des postures que vous ne pouviez plus faire. Voilà, donc je ne pouvais plus tenir les bras au-dessus de la ligne d'épaule au-delà, on va dire, 1 minute, quoi, 1 à 2 minutes. Ouais. Donc, pour tout ce qui était travaux avec des engins à cette hauteur-là, ou des machines, ou même de la taille tout simplement, et c'est quelque chose qui devenait relativement complexe. Ouais, tout à fait. Donc, dans ce cadre-là, donc, j'ai eu une reconnaissance de travailleur handicapé. Ouais.
Sur cet Donc, percutage, justement, vous en aviez pas mal discuté avec votre cardiologue. C'est lui qui vous avait un petit peu sensibilisé à l'importance d'avoir une reconnaissance administrative de la qualité de tout travail à fait. handicapé. Oui, tout à fait. Et comment vous Euh, aviez vécu, vous, justement, ça? Le fait que votre cardiologue, il vous dise ce serait pas mal, monsieur Ferrarini, de vous orienter vers la RQTH, etc. bon, tout à fait normalement, ouais. Je veux dire, je m'étais aperçu de par le travail que, de toute façon, ces travaux-là, pour moi, devenaient impossibles. Donc, il fallait bien trouver une solution pour pouvoir finir ma carrière. Mm. Et donc, cette reconnaissance RQTH, je l'ai eue, donc, globalement, un an après mon accident de travail. Ouais. Et à partir de là, donc, avec la médecine de la MSA, Donc le docteur Duflou, le docteur qui est Duflou, présent ce matin. Mm. on a évoqué le fait de pouvoir avoir un aménagement de matériel qui est un exosquelette, tout simplement, Ouais. et qui en fait prend en charge donc la force pour pouvoir lever les bras au-dessus de la ligne d'épaule. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je peux travailler avec un engin au-dessus de la ligne d'épaule. C'est plus moi qui fais l'effort, c'est l'exosquelette. Et donc, à Et partir de là, certaines tâches redeviennent possibles. Alors, bien entendu, avec quand même un temps limité, ouais. mais elles redeviennent possibles. Et donc, je peux totalement continuer à faire mon travail sur le terrain avec les élèves. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé en fait pour euh, finalement repérer le bon matériel? Voilà, il y a eu une intervention également de Cap Emploi qui est intervenue. Il y a eu Tout à une fait. orientation finalement du docteur Duflou avec qui vous avez discuté de cette possibilité d'avoir un exosquelette. La petite particularité, c'est qu'il y a une entreprise en fait avant votre problématique de santé qui était déjà venue en fait vous présenter des exosquelettes, etc. Un peu dans une logique voilà, de montrer un peu les différents outils et tout. Et finalement, vous en aviez discuté, vous, avec le docteur Duflou, en disant, bah, j'avais entendu parler de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis après, hop, la machine s'est mise en route avec le docteur Duflou. Voilà, donc j'avais déjà utilisé cette machine en démonstration, donc on Ouais, l'avait vu fonctionner. En fait, c'est quelque chose qui est complètement mécanique, hein, donc il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien du tout. À partir de là, on avait discuté avec le docteur Duflou, et puis bon, on a commencé à discuter également avec la direction de l'établissement. ouais, À partir de là, je dirais, Cap Emploi est intervenu et on a eu donc une démonstration, enfin j'ai eu une démonstration de plusieurs types de matériel, d'exosquelettes, puisqu'il en existe des multitudes, et on a essayé de trouver celui qui était le plus adapté à ma problématique. Donc ça, c'était courant de l'année 2025, début d'année 2025. Et, excusez-moi. mm, Et donc, j'ai eu la livraison donc, du matériel septembre 2025, c'est-à-dire ça a pris globalement l'espace de 7-8 mois. ouais. Et comment ça s'est passé du coup du côté de votre employeur? Est-ce qu'il y a eu une intervention particulière du chef d'établissement? Enfin voilà, comment ça s'est organisé aussi côté employeur pour vous accompagner, vous suivre un petit peu dans tout ça? Alors, côté employeur, ça s'est plutôt organisé autour du secrétariat de la direction plutôt que du directeur proprement dit. Ouais, Et donc, la secrétaire de direction avec laquelle on a pu avoir les différents contacts, c'est elle qui a fait l'interface entre les différents organismes, Cap Emploi, MSA, etc. Et donc, à ok. partir de là, bon, on a eu des échanges de courriel à chaque fois et des échanges d'essais de matériel. Et à partir du moment où ça a été validé, la commande a été réalisée par l'établissement. D'accord. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que finalement, comme précédemment, il faut à un moment donné qu'il y ait aussi un engagement employeur pour que les choses se mettent en route. C'est-à-dire sans ça, ça ne marche pas. Alors, ça ne marche pas, mais sans l'intervention aussi de cette entreprise qui nous avait fait la démonstration, j'aurais même pas eu connaissance de ce type de matériel. Ouais, tout à Donc, fait. en fait, il y a un C'est- concours de circonstances qui s'est mis en place, qui m'a permis de connaître ce matériel pour, par la suite, pouvoir proposer d'en avoir un. Ouais, exactement. Et, euh, et à nouveau, il y a toute une chaîne d'intervenants qui, finalement, où les choses se sont un petit peu mises en route, entremêlées, etc. Le docteur Duflou, donc médecine du travail, l'orientation vers Cap Emploi, l'acquisition du matériel, le fil rouge employeur. Enfin, on retrouve finalement un peu les étapes que l'on évoquait tout à l'heure, finalement, du maillage un peu des différents acteurs qui, hop, la musique se met un petit peu en place. Et puis après, in fine, on arrive à trouver des solutions. En tout cas qu'on espère les plus qualitatives possibles.
Et je voulais justement vous demander, Monsieur Ferragni, aujourd'hui, vous vous sentez comment? Moi, ça va. Ouais, Avec les réseaux, non, ça va relativement bien. Bon, c'est pas tout à fait comme avant, quoi. bien Il sûr. y a, il y a une différence, mais disons que le matériel dont je dispose à l'heure actuelle me permet de travailler sans aucun problème. Ok. Bon, écoutez, c'est intéressant effectivement d'avoir votre retour d'expérience. À nouveau, on le voit et c'est pour ça que c'était important pour nous de vous avoir ce matin, Monsieur Ferrarini. Et on vous remercie encore évidemment chaleureusement pour déjà nos temps de préparation évidemment, mais aussi votre, surtout votre témoignage ce matin. Parce que finalement, votre témoignage, il met encore une fois en évidence le fait qu'on a besoin d'avoir un acteur, un agent, pardon, ou un salarié qui fait preuve d'une abnégation, d'un certain volontarisme, etc. Mais qu'en face de cette abnégation, de ce volontarisme, il doit y avoir finalement des réponses employeurs et institutionnelles. C'est-à-dire qu'il y a cet engagement, vous le disiez, du secrétariat de direction qui a permis de mettre un peu en route les choses. On a l'intervention évidemment essentielle et centrale du docteur Duflou, avec lequel il y a cet échange, dans votre cas, autour de l'exosquelette, et qui derrière, paf, permet effectivement l'orientation vers Cap Emploi et de mettre en route toute la machine, l'accompagnement Cap Emploi, Mm. identifier le bon matériel, faire les tests, etc. Et puis derrière, organiser aussi la prise en charge financière de l'exosquelette. C'est aussi important de le dire. On évoquait la prise en charge AGFIP sur la situation précédente. Eh bien, voilà, dans votre cas, il y a aussi une prise en charge financière qui est en cours de, enfin, je n'ai pas de fin de phrase, mais voilà, prise en charge financière qui est également prévue. Donc voilà, du coup, on retrouve en fait dans nos différents témoignages finalement un petit peu cette mécanique qui se met en route, mais qui nécessite à un moment donné cet engagement finalement, cet engagement employeur. Un grand merci à vous, Monsieur Ferrarini, De pour rien. votre retour d'expérience, à nouveau vraiment très très précieux. Et on parlait du docteur Duflou. Eh bien, je propose justement de laisser la parole au docteur Duflou, notamment pour peut-être mettre un peu en perspective finalement tout ce qu'on se dit depuis ce matin. Docteur Duflou, notamment, on a des situations qui sont assez diverses, assez hétérogènes, on le voit, et puis vous êtes médecin du travail au sein de la MSA, donc vous le voyez tous les jours, j'allais dire, cette diversité, cette singularité des situations. Et malgré tout, ben, est-ce qu'on a finalement un certain nombre de points communs dans la prise en charge des publics, des collaborateurs les plus expérimentés? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis médecin du travail à la MSA, donc Mutualité sociale agricole, donc comment dire, dédiée aux entreprises agricoles, mais aussi par convention à certaines entreprises, ben, notamment le lycée agricole qui emploie Monsieur Ferragni. Donc, en fait, on a l'habitude, mes collègues et moi, de travailler sur des situations qui effectivement peuvent être très variées, puisqu'on a affaire à autant le crédit agricole, donc où on a la problématique d'une grande entreprise du secteur tertiaire, autant l'enseignement agricole, autant le monde agricole lui-même, que ce soit pour les salariés ou pour comment dire, les exploitants eux-mêmes. Mm. Donc, on a des situations qui sont très variées. Voilà, des très petites entreprises, beaucoup. Et dans le cas des très petites entreprises, il est vrai que les problématiques sont plus difficiles parce que, bah, effectivement, quand on a peu de salariés, et peu de possibilités de reconversion en interne, le maintien en emploi est parfois plus difficile. Donc, on est amené à poser des inaptitudes qui ne sont satisfaisantes souvent pour personne, ni pour la personne elle-même, bien évidemment, ni pour l'entreprise, parce que ça a un coût, d'autant que pour les personnes de plus de 50 ans, bien, parfois elles sont là depuis 30 ans, donc le coût est avéré pour l'entreprise. Et donc, on essaye dans ces cas-là, effectivement, d'ajuster au minimum. Alors, ça peut être comme on a la chance en MSA d'avoir le médecin conseil sous la main, on va dire, on peut négocier une indemnité catégorie 1 pour permettre un travail à temps partiel. On peut effectivement, ben, on fait de reconnaissance très handicapés en lien avec Cap Emploi pour le maintien en emploi, la GFIP pour le FIPHFE en fonction des situations. Donc effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'important c'est la coactivité et les partenariats. Et là, je dirais que moi, à la base, pour qu'un maintien en emploi soit réussi déjà, c'est qu'il faut que les personnes veuillent. Donc, effectivement, il faut de la volonté, il faut du courage, que ce soit pour la Mm. partie salariée ou pour l'employeur lui-même. Donc, il faut sortir parfois, assez souvent d'ailleurs, de sa zone de confort. Donc, on a des situations relativement simples où il s'agit d'adaptation avec du matériel. Parfois, ça nécessite une réduction du temps de travail, une réorganisation de l'entreprise, enfin, du poste de travail avec soit on confie une partie du travail à un autre collaborateur, il faut encore que ce collaborateur l'accepte.
Mm. Et puis parfois, on fait appel à des entreprises extérieures pour compenser la partie qui n'est pas faite qui ne peut plus être faite par le salarié. Le but étant effectivement de mener les personnes le plus loin possible dans leur activité professionnelle, quelle que soit leur pathologie, que ce soit de l'usure professionnelle ou que ce soit de la maladie pro conséquence d'un accident de travail ou de la maladie tout court, non professionnelle. Donc les situations sont vraiment très très variées. C'est ce qui fait l'intérêt de notre métier aussi. Et voilà, donc le but, mais je dirais qu'aussi dans les TPE, ce qui est très important en amont, puisqu'en fait on est sur le vieillissement au travail maintenant, avec l'allongement de la durée de vie, c'est de mettre l'accent sur la prévention primaire pour essayer d'être le moins possible dans la réparation, mais plus dans l'anticipation. Alors évidemment, pour la maladie, ça ne marche pas, mais pour l'usure professionnelle, ça peut être le sujet. Ouais, tout à fait. Et c'est le grand défi, effectivement, de pouvoir. Là, on évoque beaucoup de situations finalement où on a des problématiques de santé qui sont avérées et pour lesquelles, du coup, on a un accompagnement sur mesure, etc., qui se met en route. Mais effectivement, vous le dites, docteur Duflou, l'enjeu aussi pour les employeurs, au-delà de faire du cousu humain pour les collaborateurs qui rencontrent des problématiques de santé, c'est d'inverser un peu le processus et puis d'anticiper au maximum ces enjeux d'usure professionnelle qui, on le sait, plus effectivement les carrières s'allongent, etc., plus effectivement on risque d'y être confronté. Donc c'est important effectivement de s'engager au maximum sur la prévention des risques pro. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que j'ai une petite perte de connexion, mais vous continuez de bien Non, m'entendre? non, je vous entends très bien. Mais bon, Ok, super. ça, comme c'est un souhait, c'est une obligation. Enfin, ça va être une obligation. Mais en fait, c'est très difficile de mobiliser les Bien entreprises sûr. sur cette Mm. prévention primaire, d'autant que voilà, elles sont petites, elles sont, on va dire, dans le jus, dans leur quotidien, qui sont parfois problématiques. Et enfin, je ne sais pas quel est le sujet de réflexion au niveau, on va dire, global, voire national, pour un soutien des entreprises dans cet investissement qui paraît nécessaire. Ouais, tout à fait. Mais écoutez, merci docteur Duflou pour cette mise en perspective, cette mise en relief de ces différents témoignages et puis finalement de ce qu'on peut attendre aussi de cet engagement un peu commun. Je précise aussi que vous avez été particulièrement impliqué dans la préparation de ce webinaire et donc on vous remercie encore pour tout votre appui. Et puis peut-être juste avant de conclure ce webinaire, je propose de laisser la place au docteur Martinez puisqu'on a évoqué pas mal de choses, vous le voyez ce matin, on a évoqué des outils, on a évoqué des partenaires, on a évoqué des situations individuelles, etc. Voilà, des actions qui peuvent être conduites, mais il y a aussi des outils qui sont plus spécifiques finalement pour anticiper les secondes parties et les fins de carrière, notamment des collaborateurs expérimentés. Docteur Martinez, est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que votre micro fonctionne si vous l'ouvrez? Bonjour, vous m'entendez? On vous entend très bien, docteur Très bien. Martinez. Très bien. Ouais, je vous en prie. Je vous laisse la Bonjour. parole. Bon, merci. Du coup, je rebondis effectivement sur ce que dit le docteur Duflou. C'est une belle transition par rapport à ce qui est prévu. Effectivement, on a vu plein de situations curatives. J'interviens aujourd'hui en tant que médecin de cellule prévention de la désinsertion professionnelle, qui sont des nouvelles équipes qui sont apparues dans les services santé au travail depuis 2021 et sur lesquelles le médecin du travail peut s'appuyer. Et les employeurs et salariés aussi. Effectivement, l'idée, c'est de mobiliser ces outils un peu plus spécifiques à la PDP. On a parlé tout à l'heure des visites mi-carrière et je pense qu'il faut beaucoup développer ces visites qui, effectivement, sont comme une parenthèse à l'intérieur de la vie du suivi médical des salariés, où on va pouvoir prendre le temps, alors avec un infirmier ou un médecin du travail, où le salarié va pouvoir prendre le temps de poser sur son état, faire un état des lieux de son état de santé, voir si c'est toujours compatible, réfléchir à son parcours professionnel et se projeter jusqu'à la retraite. Donc, effectivement, c'est à cette occasion qu'on va pouvoir effectivement faire un point médical, peut-être renvoyer les personnes vers la médecine de soins, vers la prévention, les dépistages. En fait, toute la prévention des risques professionnels prend sens aujourd'hui, moi, il me semble, sur les seniors, puisque oui, plutôt que d'attendre que la situation se dégrade et que les problématiques santé apparaissent, mais peut-être qu'il faut mettre beaucoup plus d'énergie à essayer de prévenir tout ça. Quand ce n'est pas possible, il y a la question de la reconversion professionnelle. Et effectivement, la visite mi-carrière sera aussi un moyen de pouvoir informer les salariés sur le compte formation, sur le CEP, sur le bilan de compétences. Voilà, tout ce qui permet de continuer à être employable, soit en interne,
soit en externe. Et effectivement, ces cellules PDP, elles ont du temps. Elles viennent vraiment en soutien du médecin du travail. Elles ont du temps pour travailler avec les salariés et les médecins et les employeurs. Et ce qui peut être intéressant, c'est de commencer à réfléchir en collectif. Comme indique le docteur Duflou, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur la mise en place d'outils, sur la recherche de solutions techniques, etc. Effectivement, on retrouve et on arrive parfois à maintenir les personnes en poste. Malheureusement, dans la réalité, pour les salariés que je vois, il y a beaucoup d'inaptitudes et de sorties d'entreprise, donc il faut qu'elles soient préparées. Et si on voulait éviter ces inaptitudes, eh bien, travailler sur de l'information, sensibiliser les salariés à ce qui existe, sensibiliser les représentants du personnel, sensibiliser les employeurs sur tous les outils qui existent et commencer à travailler avec les personnes dès les premiers signes et voire même au tout début des arrêts de travail pour avoir le temps, pour se donner du temps pour réfléchir à la situation et pas être que dans du curatif. Voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur le médecin du travail et les cellules, et le médecin va pouvoir après travailler avec tous ses partenaires. Oui, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, docteur Martinez, pour cette mise en perspective également en guise de conclusion. On arrive au terme de notre webinaire. Il est midi 26, on a réussi à tenir le timing, c'était pas gagné, c'est un petit défi pour nous. Ce que je vous propose, c'est de prendre quelques petits instants pour renseigner le formulaire d'évaluation. Alors, soit avec votre smartphone, vous pouvez prendre en photo le QR code que vous avez à l'écran, soit sinon dans le chat, on vous a mis le lien à plusieurs reprises, vous permettant effectivement de renseigner ce formulaire d'évaluation. Ce formulaire d'évaluation, il est très court, hein, il faut compter une trentaine de secondes maximum pour le renseigner, mais c'est important effectivement pour nous de savoir effectivement ce que vous avez apprécié dans ce webinaire et ça nous permettra aussi de voir comment on en propose d'autres à l'avenir. Et justement, pendant que vous remplissez ce petit formulaire d'évaluation, vous indiquez que vous allez pouvoir trouver un certain nombre d'informations, de ressources, d'outils, etc. sur le site du PRITH PACA. Donc PRITH, c'est le plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés en PACA. On a également donc un LinkedIn si vous souhaitez nous suivre. Évidemment, vous êtes les bienvenus. Il y a également le site du CIST PACA, nous en parlions tout à l'heure, qui est une véritable mine d'or et on ne peut que vous inviter à vous y rendre parce que vous allez trouver aussi tout un tas d'outils qui vont vous être utiles de manière très pratico-pratique. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, on en parlait tout à l'heure, il y a un webinaire de présentation du guide, enfin du guide, pardon, du CIST PACA, du site internet du CIST PACA qui aura lieu ce vendredi matin de 9h à 10h30. Pareil, webinaire organisé par les partenaires de la charte de coopération en faveur du maintien en PACA. Et donc, vous êtes les bienvenus. On vous fera un petit mail dans l'après-midi pour vous donner les différents liens qu'on a évoqués, c'est-à-dire le lien vers l'outil d'autodiagnostic élaboré par le réseau ANACT-ARACT, le lien vers les plaidoyers qui vous permettra aussi d'aller vous balader sur le site du PRIT. On vous enverra le lien d'inscription si vous le souhaitez, évidemment, pour le webinaire de présentation de ce vendredi matin. Et puis, on vous adressera évidemment le support ainsi que le lien pour accéder au replay de notre webinaire de ce matin. Donc, un grand merci à vous pour votre participation. C'était important pour nous de vous avoir en nombre et vous étiez très nombreux ce matin. Donc, un grand merci à vous. Et puis surtout, un grand merci à l'ensemble de nos intervenants qui ont pris du temps pour préparer ce webinaire, qui ont préparé leurs interventions respectives pour essayer de vous faire quelque chose de qualitatif. Donc, vraiment un grand merci à nos différents intervenants, à nos témoins pour la qualité de leurs propos et puis pour le temps qui a été leur pour vous. Donc un grand merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis on vous dit à très vite déjà par mail dès cet après-midi. À bientôt et très bonne journée à vous.